Alors donc, pour respecter cette orthodoxie qui a été imposée ce matin par Jérémy, alors j'aurais l'immense plaisir, n'est-ce pas, de vous présenter deux spécialistes du domaine youtubeurs et jeux vidéo qui sont ici présents, dont un à l'international qui vient tout droit de Neuchâtel en Suisse. Alors ces deux spécialistes finalement vont nous parler d'un certain nombre de questions liées justement à la problématique des youtubeurs, youtubeuses et la question des jeux vidéo. Et je vais me permettre, si vous voulez très bien, de présenter finalement les deux à la fois. Ensuite, on passera, comme cela a été indiqué ce matin, à leur exposé, à leur échange. Et ensuite, on prendra avec les questions qui seront posées au niveau de la salle. Donc, je me permets de présenter dans un premier temps Esteban Giner, qui est ici présent, qui est chercheur, n'est-ce pas, en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, au sein d'un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche sur les médiations, c'est-à-dire CREM, qui fait des recherches, les travaux de ces recherches portent justement sur la question de l'expressivité des jeux vidéo et leur possible impact sur les comportements et les systèmes de valeurs des joueuses et joueurs. Donc, il questionne en fait le contexte du jeu et dans quelle mesure celui-ci peut faire varier le potentiel expressif d'une œuvre vidéoludique. À côté de son projet de recherche, Esteban anime le site chroniquevideoludique.com dans lequel il tient effectivement un carnet de recherche et d'opinion. Entre autres, il crée du contenu de vulgarisation sur YouTube, abordant ainsi la question des game studies et des game design sur sa chaîne. Je voudrais ajouter que Esteban est par ailleurs chargé de mission innovation dans le cadre du dispositif IDEA, c'est une initiative d'excellence pour la formation innovante au sein de la commune Université Paris-Est en France. Donc aujourd'hui, Esteban va nous entretenir sur la problématique de entre médiation des savoirs et militantisme vidéoludique, le cas des vulgarisateurs, vulgarisatrices francophones sur le jeu vidéo. Alors, du côté de Michael Perret, je voudrais simplement ajouter que Michael vient tout droit de Suisse, de Neuchâtel, où il est professeur chargé d'enseignement à la Haute École de gestion ARC à Neuchâtel, où il enseigne effectivement, il enseigne et il effectue des recherches en communication et médias sociaux. En parallèle, il est en train de terminer une thèse de sciences sociales à l'Université de Lausanne, et ses travaux de thèse portent sur la question de l'interdiction des jeux vidéo violents en Suisse comme problème public. Aujourd'hui, Michael va nous entretenir sur la problématique de quand YouTube sert à rédiger les fans sur Twitch. Donc, je vais leur laisser la parole en commençant par Esteban et je vous remercie de suivre la communication qui sera à la leur. Donc, merci Samuel, bonjour à tous. Je vais donc vous parler aujourd'hui, dans cette communication qui s'intitule « Entre médiation des savoirs et militantisme vidéoludique », je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de la scène des vidéastes qui s'intéressent particulièrement aux jeux vidéo. Et en effet, il existe deux sortes de communication, de recherche et qui ont eu lieu aujourd'hui. Il y a celles qui traitent du jeu vidéo et des youtubeurs qui parlent de jeux vidéo. Et les autres, celle-ci, celle que je suis en train de débuter, fait bien sûr partie de cette première catégorie. La recherche que j'ai menée, en fait, était tachée en tâche de fond. Il y avait plusieurs questions qui revenaient. La première, c'est peut-on qualifier aujourd'hui les vidéastes, les youtubeurs et les youtubeuses comme des vulgarisateurs et des vulgarisatrices? La deuxième question que je me suis posée et que je me pose encore aujourd'hui, c'est est-ce que finalement la vulgarisation, est-ce qu'elle est soit une finalité pour elle-même ou plutôt est-ce qu'elle est plutôt un instrument? Hop là, voilà. Est-ce qu'elle est plutôt un instrument qui va servir à développer une idéologie, enfin une opinion politique sur, dans mon cas, un objet culturel qui est donc le jeu vidéo?
Enfin, l'une des dernières questions qui a alimenté ma recherche, c'est comment gère-t-elle et il cette dualité entre prise de position vis-à-vis de l'objet culturel, donc jeu vidéo, et les intentions pédagogiques qui peuvent être presque assimilées à de l'éducation populaire. Dans la problématique de recherche que j'ai menée, il y a donc eu plusieurs questions que j'ai traitées. La première, c'est dresser un état de ce qu'est la vidéo YouTube sur le jeu vidéo. Alors, vidéo YouTube, c'est questionnable comme terme, mais on peut aussi évoquer la vidéo tout simplement sur Internet. La deuxième problématique que je me suis posée dans cette recherche, c'est observer finalement les évolutions des contenus culturels liés aux jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui on parle de vulgarisation en 2017, mais est-ce que la vulgarisation était représentée ou faisait référence à la même chose en 2006 ou auparavant? La troisième problématique, c'est finalement qualifier les nouveaux médiateurs et médiatrices de savoir et de connaissances. C'est une question qui est récurrente finalement, qui a été récurrente toute cette journée. Et la dernière, c'est comprendre l'impact de ces vidéos directement sur l'objet culturel jeu vidéo. Et donc là, finalement, c'est comment les vidéastes proposent des nouvelles représentations du jeu vidéo et comment ils vont chercher à modifier, susciter de nouvelles trajectoires de développement pour le jeu vidéo. La méthodologie de cette recherche s'est faite en deux temps principalement. Tout d'abord, j'ai mobilisé un cadre théorique qui s'ancre en sociologie, mais aussi dans les sciences de gestion, puisque les sciences de gestion ont été les premières à s'emparer un petit peu de tout ce qui concernait le numérique, notamment par un vocabulaire qui a été utilisé toute la journée. On parle de leader d'opinion, d'influenceurs, de lead user. Voilà, ça c'est ce sont des termes qui s'ancrent véritablement dans les sciences de gestion. J'ai mené, pour obtenir des éléments de réponse, 2 campagnes. Donc, une première qui a eu lieu entre août et septembre et qui est constituée de 11 interviews. Et une deuxième qui correspond à la diffusion d'un questionnaire comprenant des questions ouvertes. Et j'ai obtenu un total de 17 réponses, me donnant finalement un terrain de 28 vidéastes pour 27 chaînes représentées. Au niveau des enquêtés, on a un panel assez large qui va de la chaîne qui possède une dizaine d'abonnés à la chaîne qui possède le plus et qui a été interrogée, qui est celle de Monsieur Plouf, qui aujourd'hui a un nombre d'abonnés qui dépasse les 100 000. Donc finalement, ça constitue un petit peu mon panel. Ce qui est intéressant, et je vous ai parlé d'abonnés, et c'était une chose que je n'avais pas spécialement envie de faire, puisque dans le cadre de mes recherches, je me questionnais véritablement sur la vulgarisation sur le contenu et aussi sur les créateurs de contenu, et pas forcément sur la réception. Donc c'est pour ça que là, je mentionne mes enquêtés, mais je ne fais pas état de l'ensemble de leurs caractéristiques numéraires. Et c'est aussi intéressant puisque si j'avais fixé un seuil, je me serais privé notamment des femmes qui prennent parole et qui vulgarisent des contenus sur le jeu vidéo. Et ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas me permettre. Au niveau des hypothèses initiales sur les vidéastes, j'ai tout d'abord construit un cadre théorique qui repose globalement sur la notion d'entrepreneur au sens schumpeterien. Donc, Schumpeterien a écrit un livre très intéressant au début du siècle dernier, qui mobilisait la notion d'entrepreneur comme quelqu'un qui va lutter contre vents et marées pour imposer, asseoir une idée, une innovation sur un marché. Donc c'est finalement encore un vocabulaire très ancré dans l'économie. Mais en tout cas, cette notion d'entrepreneur a amené de nouvelles appellations, donc par exemple celle des pro-amateurs, des pro-amatrices développées par Leadbeater et Miller, qui en fait définit tout simplement des publics qui sont experts. Donc là, on se rapproche de la définition de Leverato, donc des publics qui se considèrent experts, qui ont un certain niveau de compétence et de littératie vis-à-vis d'un objet particulier, et qui vont par la suite prendre position, proposer des contenus qui ne vont pas être professionnels, mais qui vont vouloir se rapprocher et des contenus professionnels. Les deux derniers termes de lead user et de leader d'opinion sont extrêmement liés. Les lead users, ce sont les personnes qui, en général, se procurent les objets qui sont à la pointe technologiquement. Donc, par exemple, les personnes qui présentent des iPhones sur YouTube, on peut les considérer comme des lead users puisqu'ils obtiennent, en général, ils ont une volonté d'obtenir les objets avant tout le monde pour pouvoir en parler.
Et les leaders d'opinion sont forcément des personnes qui... C'est une notion qu'on peut rapprocher des influenceurs, qu'on utiliserait forcément plus aujourd'hui, mais ce sont des personnes qui vont chercher à inciter leur entourage à penser plutôt de la même façon qu'eux-mêmes. La sélection des vidéastes, je l'ai mentionné, ne s'est pas faite sur le nombre d'abonnés, elle s'est faite sur un ensemble de marqueurs pragmatiques, et ces marqueurs pragmatiques étaient concentrés principalement dans les descriptions des vidéos. Et ces marqueurs pragmatiques faisaient référence plutôt à ce qu'on pourrait nommer aujourd'hui dans l'imaginaire collectif un vulgarisateur, donc présence de sources scientifiques, techniques dans les descriptifs, un système qui peut être plus ou moins abouti de citations, etc. Et donc là, vous avez quelques exemples, notamment l'encadré qui correspond à la vidéo Qu'apporte What Remains of Edith Finch de Olbius. Et là, on voit qu'il fait référence donc, premièrement à une vidéo d'un groupe de vidéastes qui s'appelle Game Next Door. Et la deuxième référence qui est surlignée, c'est un article qui a été publié sur un site, c'est un article, voilà. Mais j'emploie le terme de vulgarisation un peu à tort et à travers, et il convient maintenant quand même de proposer une définition sur laquelle je vais m'appuyer pendant toute cette présentation. Et j'ai fait un choix assez simple, j'ai pris la définition d'Autier qui définit la vulgarisation comme une activité de diffusion vers l'extérieur de connaissances scientifiques produites à l'intérieur d'une communauté plus restreinte. Alors je vais tout de suite spoiler la fin de ma présentation. Par rapport à cette définition, non, la vulgarisation sur Internet n'existe pas, en tout cas pas au sens d'Autier. Je vous ai mentionné auparavant, plus tôt dans la présentation, qu'il y a eu l'une des questions qui était récurrente dans mon propos, c'est comment en fait on peut caractériser, observer l'évolution de la vulgarisation, en tout cas de la médiation des savoirs et des connaissances sur les jeux vidéo. Et il se trouve que c'est assez important, et pour ce faire, j'ai décidé de présenter, en tout cas la suite de cette présentation va être découpée de la façon suivante. Je vais d'abord entamer une période un peu historique qui va retracer l'évolution de la vidéo sur le jeu vidéo à partir des entretiens qui ont été menés. Ensuite, je vais aborder les vulgarisateurs et les vulgarisatrices sur le jeu vidéo d'un point de vue un peu macro, donc en tant qu'ensemble constitué ou plus ou moins constitué sur la plateforme YouTube. Et enfin, avant la conclusion, j'interviendrai plus précisément au niveau macro, directement sur les vulgarisateurs et les vulgarisatrices. Et ce qui est intéressant, c'est que la vidéo sur YouTube, la vidéo sur le jeu vidéo remonte en fait avant les années 2000, puisqu'il y a eu toute une période institutionnelle durant laquelle des sites de presse comme jeuxvideo.com ont diffusé des contenus, des vidéos, et c'était principalement des contenus à caractère publicitaire ou alors informatif, on va dire, de présentation. Il y a en 2006 un changement de paradigme puisque c'est l'arrivée des gaming live sur jeuxvideo.com que vous voyez, donc vous voyez les deux premiers. Le premier gaming live qui est consacré au jeu Psychonaut, qui est un excellent jeu au passage. Et ça a été le début de la présentation ou de jeux dans lequel on a eu aussi de l'audio, des journalistes qui prenaient parole et qui présentaient les jeux. En parallèle, toujours en 2006, on voit l'émergence des premiers vidéastes amateurs qui vont présenter des contenus de présentation sur le jeu vidéo. Et là, vous avez donc l'une des toutes premières et qui fait un peu référence, c'est celle du Hooper, qui date de 2006, donc quasiment au lancement des gaming live sur jeuxvideo.com. Et là, c'était sur une initiative de jeuxvideo.fr. C'était un appel à la communauté. Et donc, il y avait un peu cette idée de crowdsourcing avant qu'on puisse le nommer, puisque là, c'est un terme donc anachronique. À la suite, au cours des années 2010, au début des années 2010, on voit l'apparition des chaînes qui sont aujourd'hui extrêmement célèbres, qui dépassent le million d'abonnés. Et ce qui est intéressant au niveau de ces chaînes, c'est qu'il y avait une volonté de construire, d'asseoir un programme qui est cohérent dans son ensemble. Et là, je vous ai mis uniquement les vignettes à titre d'exemple du joueur du grenier, puisque aussi le joueur du grenier est assez important, mine de rien, sur cette question de la médiation des savoirs sur le jeu vidéo. Et donc là, vous voyez qu'il y a une esthétique globale qui est respectée, avec des codes qui sont signifiants et qui sont cohérents ensemble. Et joueur du grenier,
s'est fait remarquer notamment par son humour, et avec son humour, il a distillé quelques éléments qui pourraient s'assimiler à de la médiation de savoir et de contenu. Voilà. Là, vous avez la dernière période qui m'intéresse et que j'ai observée. Ce sont les premières vidéos donc, de Pierre, qui est un vidéaste qui s'est lancé en 2015. Et là, vous voyez une extrême cohérence aussi de ces vidéos, de ces vignettes. Mais très vite, Pierre est quelqu'un qui s'est détaché de cela pour partir totalement explorer le contenu, la réalisation vidéo. Et aujourd'hui, sa chaîne propose des contenus extrêmement variés. Et donc c'est un peu ça la différence entre la période précédente et celle qui est actuelle, c'est que les vidéastes qui se sont lancés à peu près entre 2014-2015 ont aujourd'hui une plus grande plasticité dans leur contenu, tandis que les premiers, qui datent de 2010, cherchaient plutôt à avoir une cohérence globale vis-à-vis de leur chaîne. Ce qui m'amène un peu finalement, quand je vous ai présenté la définition d'Autier, c'était pas non plus de manière agressive pour tout de suite rejeter la vulgarisation sur Internet et surtout la vulgarisation qui se consacre à un objet culturel. C'était plutôt pour proposer un autre axe de réflexion qui est celui de la science populaire. Puisque, au travers de mes entretiens, je me suis rendu compte que les vidéastes certes, ne respectent pas uniquement la médiation de savoir scientifique, ou même technique, si on voudrait élargir, ou même un petit peu, voilà, oui, vraiment technique, mais plutôt que finalement les vidéastes piochent un peu à droite à gauche, se citent entre eux, citent ponctuellement des acteurs académiques, mais aussi techniques, mais surtout, et comme je vous l'avais montré avec la vidéo d'Olbius, ils se citent entre pairs. Donc là, il me semble que c'est une approche intéressante, puisque parler de sciences populaires sur YouTube, c'est plutôt de parler d'un phénomène qui se développe un peu à côté des sciences académiques, et qui finalement, alors il y a des allées et venues entre cette science populaire et les sciences académiques, mais c'est intéressant de les distinguer en tant que deux axes d'évolution. Et donc là, vous avez par exemple un exemple de citation, où vous avez une première vidéo qui a amené un nouveau concept, donc le concept d'immersive sim, et ça s'est développé ensuite dans d'autres vidéos chez d'autres vidéastes, et ça c'est quand même un phénomène qui est très intéressant à observer. Finalement, ça m'a amené un petit peu à distinguer les contenus sur le jeu vidéo qui sont scindés que je propose de scinder en deux grandes catégories, qui sont les contenus gaming, qui vont regrouper un peu des walkthroughs, des playthroughs, des let's play et autres. Ce sont des vidéos qui sont très très proches, similaires, qui sont très très proches, et qui ont l'intérêt de visualiser, d'utiliser l'objet jeu vidéo plutôt comme une expérience, comme un comportement, et donc ils vont essayer de retranscrire un comportement, l'acte ludique. Contrairement aux autres vidéos, qui vont, elles, concevoir le jeu vidéo comme un objet culturel, et là, ça va être un panel de déclinaison entre la test et la présentation, mais présenter aussi le jeu vidéo, l'analyse comme un objet technique et ludique, l'analyse comme un objet culturel, ludique, etc. Mais aussi utiliser le jeu vidéo comme un objet plastique qui peut être utilisé dans la création artistique. Et là, c'est quelque chose qui est en train de se développer avec la chaîne de Pierre que j'ai mentionné plus tôt. Et ça, c'est un nouveau phénomène qui est apparu à peu près en 2015 aussi. Donc finalement, il y a une évolution de la vidéo culturelle sur le jeu vidéo, il y a une évolution de la vulgarisation sur le jeu vidéo. Et donc, c'est un peu de cette façon que je les représente. Il y a eu d'abord une période institutionnelle, puis exploratoire avec les premiers sites journalistiques qui ont publié des contenus vidéo, puis ensuite une période exploratoire dans laquelle se sont développées plein de grandes chaînes qui sont connues aujourd'hui et qui restent connues et célèbres et qui restent cohérentes dans leur ensemble. Et aujourd'hui, on est plus dans une phase que j'appelle sciences populaires. Concernant les vidéastes maintenant, au travers des entretiens que j'ai menés, finalement, beaucoup de choses tournaient autour de la notion de légitimité qu'ils s'attribuent ou non en tant que créateurs de contenu culturel sur le jeu vidéo. Et c'est un point central qui est corrélé, alors qui ne fait pas de il n'y a pas de cause-conséquence, mais là je parle de corrélation entre donc, cette légitimité qu'ils s'attribuent ou pas et les intentions de création, leur ambition aussi en tant que diffusion de messages, etc. Et aussi, la deuxième chose que j'ai observée qui est particulièrement intéressante, c'est le rejet de l'objectivité comme objectif méthodologique et créatif.
Et donc là, ce sont des vidéastes qui, les 28 que j'ai interrogés, revendiquent clairement un parti pris qui est assumé et qui va s'ancrer aussi dans une démarche et dans une réflexion aussi plus largement politique. Donc là, par exemple, vous avez la citation de Tom V, qui est parti de Thomas, le créateur de la chaîne Game Spectrum. Bien sûr que c'est politique. Quand tu décides de parler à des gens d'un message que tu as vu dans un jeu, c'est un choix politique, le choix du jeu, le choix du message. Et donc, la vulgarisation, c'est politique, notamment parce que c'est ce que tu choisis de vulgariser. C'est pour ça aussi que je pense sincèrement que mes vidéos se rapprochent un peu de l'idée de l'éducation populaire. À cette question de légitimité, j'ai distingué 3 profils théoriques qui sont perméables et dans lesquels les vidéastes font des va-et-vient. Celui ou celle qui se considère légitime, soit par son statut de joueur, donc je suis joueur, je me considère légitime pour parler du jeu vidéo, ou alors qui vont tout simplement défausser la question en disant je suis autant légitime que d'autres. Donc c'est un statut qui est aussi discutable. Le deuxième profil, c'est le ou la vidéaste qui se considère légitime parce qu'il y a des preuves de compétences techniques avérées qui peuvent être constatables, notamment par exemple une certification. Et enfin, le dernier profil qui est que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le ou la vidéaste qui ne se considère pas légitime car sans certification, diplôme lié aux jeux vidéo, malgré que l'on puisse observer des compétences et une littératie clairement à travers leurs vidéos, etc. Et ce qui est intéressant avec ce profil, c'est qu'il s'encastre des observations que j'ai faites à l'issue des entretiens et des questionnaires diffusés, c'est que cette réflexion de rejet de la légitimité, c'est que ça s'encastre dans un processus plus ou moins abouti de déconstruction, soit en termes social, pour ma part, pour ma part dans le cas des interviewés, des enquêtés, etc. Là, nous avons un commentaire particulièrement intéressant de Miss Mew, donc qui est game designer, et qui dit « Je me sens légitime dans le jeu vidéo en tant que game designer, en tant que scénariste aussi, mais pas forcément en tant que vulgarisatrice, ironiquement. Pourtant, c'est une créatrice qui aujourd'hui a une chaîne qui est stable, qui mériterait de progresser, ça c'est un commentaire personnel, mais là, ce qui est intéressant avec ce commentaire, c'est qu'ils prennent en compte une pluralité de compétences qui n'est pas forcément en lien et qui n'est pas forcément accessible dans un très court laps de temps, puisque là, il y a une distinction à faire entre la compétence qui est technique et vraiment la compétence qui va être pédagogique, didactique. Une autre citation aussi qui était en référence notamment avec ce processus de déconstruction que j'évoquais, c'est que finalement, donc, Damastes, sous-titré Versus Excursus sur Twitter, énonce qu'il y a un rapport aux armes dans les jeux ou aux jeux contemplatifs qui semble aussi suivre un gradient politique ou de déconstruction. Finalement, qu'est-ce que cela énonce? C'est que les vidéastes, en fonction des jeux qu'ils choisissent, on va pouvoir observer s'ils se considèrent ou non légitimes, et plus ils vont choisir des objets dans leur corpus, qui vont être proches de ce qu'énonce notamment Damastes comme des jeux contemplatifs ou dans lesquels on se balade, on ne tue pas forcément des antagonistes plus ou moins situés. On va avoir un rapport différent au niveau politique et de déconstruction. Donc finalement, les vulgarisateurs et surtout les vidéastes dédiés aux jeux vidéo sont, de ce que j'ai observé, finalement des personnes, des acteurs et des actrices paradoxaux et paradoxales, puisqu'ils considèrent globalement tous que la vulgarisation est inhérente à leur activité qui est plus large et plus complexe, mais chacun s'encastre plus ou moins différemment, mais en tout cas surtout partiellement par rapport aux définitions que j'ai proposées plus tôt de lead user, d'influenceur. Notamment, il y a un extrême rejet de la notion d'influenceur en fonction du placement de la situation politique du vidéaste. Donc plus le vidéaste va être dans une situation dans un processus de déconstruction, et plus il va y avoir ce rejet un petit peu de ces termes qui sont très situés politiquement, mais aussi dans les sciences de gestion, etc. Et enfin, il y a malgré tout une volonté fédérative. Donc l'objectif, notamment, donc j'ai eu l'opportunité d'interroger des vidéastes qui s'identifient aussi comme des personnes LGBT, mais aussi racisées, et qui vont venir énoncer que la création de contenu est aussi liée à la volonté de créer un espace qui est accessible pour les personnes qui présenteraient des caractéristiques similaires. Mais
Malgré tout, il faut mettre ça en relief par rapport à leur inconnaissance ou méconnaissance de leur public, ce qui me pousse aussi à rejeter cette notion de vulgarisation, puisque les personnes que j'ai interrogées n'arrivent pas à situer, à catégoriser le public qui les regarde, et donc on ne sait pas si véritablement ils s'adressent à leur pairs, donc à des joueurs qui vont être plus ou moins avertis, mais en tout cas, ils ne savent pas s'ils s'adressent à des non-joueurs et des non-joueuses. Et donc du coup, on ne sait pas s'ils sortent véritablement de leur sphère d'influence. Et enfin, il y a quelque chose de très intéressant, ce sont des vidéastes qui publient majoritairement leur contenu sur YouTube, mais il y a une autocritique et une critique de YouTube qui est considérée comme toujours en relation avec ce processus de déconstruction et ce processus politique, ce gradient politique, qui est considéré comme un système qui est inégalitaire et parfois autoritaire. Donc là aussi, notamment, il y a certains vidéastes qui marquent par l'utilisation du vocabulaire choisi une certaine critique de la plateforme, notamment parce que déjà le terme plateforme suppose une certaine horizontalité des choses qui rentre peut-être en contradiction avec les situations de monopole que l'on peut observer si on devait parler en termes économiques, les situations de monopole en termes de vues, etc., en termes de clics. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant et que j'ai pu observer dans mes observations. En guise de conclusion, je préfère aujourd'hui, en 2017, parler de sciences populaires, puisqu'on ne peut pas encore dire qu'on est véritablement dans une phase de vulgarisation, toujours dans le cadre de l'objet culturel jeu vidéo. Et ce sont des acteurs qui présentent donc un ethos assez paradoxal, puisque d'un côté, il y a une volonté de diffuser un message, mais en même temps, il y a un retrait de leur part quand il s'agit de dire s'ils veulent ou pas convaincre leur public, leur audience, de quelque chose, d'un message en particulier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? La question de la réception, diffusion des idées, des représentations et scénarisation pédagogique ne se pose pas lors de la création, de leur création. Donc finalement aussi, on pourrait questionner leur volonté de vulgarisation, puisqu'ils ne supposent pas, dans la création même de leurs vidéos, ils ne cherchent pas spécialement à dire, voilà, ils ne fixent pas des objectifs pédagogiques. À la fin de ma vidéo, le viewer, la personne qui aura vu ma vidéo, sera capable d'énumérer un certain nombre d'informations concernant tel jeu vidéo, etc. Enfin, et je vais très vite conclure là-dessus, donc comme je le disais, médiatisation des savoirs et des connaissances et volonté de persuasion n'est pas forcément reconnue. S'il y a vraiment ce système un peu bizarre, un peu louche dans leur part, c'est très très mal défini chez eux. Et ce qui pourrait être intéressant, surtout maintenant en guise d'ouverture, c'est d'aller observer surtout ce que font les vidéastes qui font principalement du gaming, puisque aussi dans ce cadre-là, on peut observer la diffusion, de la médiation de savoir. Je pense notamment par exemple au vidéaste Benzaï qui lors de ses sessions stream sur Twitch, propose pas mal de pointes et d'anecdotes sur les jeux auxquels il joue. Et aussi, dernier point, et là c'est une ouverture par rapport aux autres communautés de discours, qui sont les communautés techniques, scientifiques et académiques, ça peut être véritablement intéressant d'aller voir, certes, comment les communautés académiques influencent le travail des vidéastes sur le jeu vidéo, mais aussi, pourquoi pas, faire l'hypothèse qu'il y a des flux inverses et comment les vidéastes pourraient influencer ou pas les personnes des sciences académiques. Voilà, je vous remercie beaucoup pour de m'avoir écouté et désolé d'avoir un peu pris plus de temps que prévu. Merci beaucoup, Esteban. Alors, on passe à la prochaine. Ouais, c'est ça. Michael va nous entretenir sur la question de quand YouTube sert à rediriger les fans sur Twitter.
Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci Samuel pour ce bref rappel. Je vais vous parler donc de quelque chose de particulier aujourd'hui, c'est-à-dire on va parler de Twitch.tv. On l'a mentionné parfois aujourd'hui. Et donc le point de focal principal, c'est Twitch. Et YouTube sert à rediriger les fans d'une streameuse, la streameuse suisse Pixel. Donc ma présentation, elle va montrer... Parce que les gens qui nous écoutent en ligne, oui, dont on ne mesure pas le nombre, se plaignent du son. Il faudrait être plus proche du micro. Ok. Ceux qui l'écoutent à distance. Merci. Mais quand ils entendront mon accent suisse, ils se plaindront d'autre chose. Voilà. D'ailleurs, je pourrais faire le salut bonjour tout le monde. Voilà, même bref. Vous allez bien. Bon, soit. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le travail de configuration que fait cette streameuse Pixel pour faire converger son public, donc notamment celui qu'elle a sur YouTube, vers sa plateforme Twitch.tv. On le verra, en fait, pour elle, les live streams qu'elle fait sur Twitch.tv sont les moments, si on veut bien, de fun ultime. C'est-à-dire c'est là où tout se passe pour elle. Et du coup, les différents réseaux sociaux, notamment YouTube, servent à dire vous avez loupé quelque chose de grand, quelque chose d'important, venez me voir. Et je vais faire en fait surtout de l'analyse de vidéos en montrant certaines dimensions de production et de gestion de live streaming. Et je considère donc que cette production et cette gestion de live streaming est une multi-activité complexe. Voilà. Avant de commencer, un élément qui me semble important, le Pixel ne stream plus depuis maintenant 1 an. Et en fait, elle a été victime visiblement d'un hack, donc quelqu'un qui a hacké sa webcam et qui a réussi à voir ce qui se passait chez elle, si j'ai bien compris. Et donc, depuis 1 an, elle a abandonné sa chaîne qui est passée de quelques abonnés à 700 et quelques abonnements sur YouTube, je crois 7000 si je ne me trompe pas sur Twitch. Mais tout ça pour vous dire en fait qu'on peut faire aussi de l'histoire assez rapidement de chaînes YouTube, de chaînes Twitch. On parlait à midi avec quelqu'un des AK fans, c'est-à-dire des académiciens fans des personnes qui le suivent. Je ne dirais pas que je suis fan de Pixel, mais pour avoir tenté de la contacter pour la prévenir notamment de cette communication, j'espère tout simplement qu'elle va bien, je crois qu'elle est encore en vie, donc je lui souhaite vraiment tout le meilleur. Mais pour vous dire qu'il y a des déviances, en fait, j'aimerais bien que vous gardiez en tête cet aspect problématique du hacking, parce que en fait, d'autres comportements déviants vont venir s'ajouter dans cette présentation. Alors, en fait, comment est-ce que j'ai fait ça? Comment est-ce que je vais vous présenter ce qui suit? Je vais principalement faire en fait une exploration ethnographique de ces productions ou de ces produits, pardon. Donc, je vais utiliser des outils plutôt de l'ethnographie nord-américaine des années 60, donc ça date, mais je vais en même temps aussi utiliser l'analyse énonciative, c'est-à-dire que je vais m'intéresser donc à l'énonciateur, la personne qui parle, l'énoncé, ce qu'elle dit, et puis l'énonciation, la manière de le dire. Maintenant que j'ai fait cela, je vais aussi du coup pouvoir tester la grille de lecture d'Esteban. Je vous propose qu'on puisse voir concrètement une youtubeuse qui essaie de faire des choses. Pourquoi est-ce que je suis autant vague? Parce qu'il y a un côté expérimental assez fort dans cette gestion de compte et cette production de contenu. Donc ma présentation se fera comme suit. Je vais en fait faire une exploration ethnographique et je vais aussi jouer un petit peu à l'internaute qui découvre Pixel. Donc je vais vous présenter Pixel, ce qu'elle fait sur Twitch. Ensuite, je vais vous montrer comment elle gère ses différents médias sociaux très brièvement. Et puis, bien évidemment, je vais vous montrer ce qu'elle fait spécifiquement sur YouTube. Je suis volontairement assez vague. Et en fait, comme c'est une exploration ethnographique et que j'émets des observations, mes descriptions vont tenir lieu d'analyse. C'est-à-dire qu'à la fin, je vais peut-être un petit peu extraire certains éléments suite à ces remarques. Donc, Pixel. Je crois que c'est la première fois cet après-midi. Tout à l'heure, Bastien Lessoir nous disait qu'aucun des interviewés n'avait dit qu'il se considérait comme youtubeur. Et bien voilà, balaboum, Pixel, sur sa plateforme Twitter, se définit très clairement comme streameuse et youtubeuse, en même temps qu'elle nous donne des informations donc biographiques.
streameuse, c'est-à-dire qu'elle met bien en avant ses qualités, si on veut bien, ou le fait qu'elle produise des contenus sur la chaîne twitch.tv. Et puis youtubeuse, parce qu'elle dépose ses vidéos twitch.tv, puis elle va aussi donc faire des choses très youtubesques, c'est-à-dire du unboxing et autres, on le verra par la suite. Mais voilà donc 2 captures d'écran de sa biographie. Maintenant que je vous ai montré ça, je vais vous montrer aussi ce qu'elle fait sur Twitch. Donc là, voilà une capture d'écran de twitch.tv, où je triche, c'est une capture d'écran d'une vidéo YouTube qu'elle a mise sur Twitch. Bon, soit. Non, le contraire, une vidéo Twitch qu'elle a mise sur YouTube. Soit, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a donc le jeu auquel elle joue. Twitch permet également de faire d'autres choses. Hein. Je ne sais pas si vous suivez Boulet. Boulet, notamment, filme sur twitch.tv des dessins qu'il va faire, etc. Bon, soit, je reviens à Pixel. Le jeu en cours, donc là, elle joue un jeu qui s'appelle Choice Chamber. On voit la streameuse qui est filmée par webcam, webcam hackée, je vous le rappelle. Et puis, on a le chat du live stream. C'est plus ou moins la même structure que le live qui est en train de se produire ici sur YouTube. Mais pourquoi est-ce que je vous présente ça? C'est parce qu'en fait, tout ceci constitue une multi-activité complexe, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui doit déjà jouer, et pour Pixel, elle joue souvent à des jeux pour la première fois, donc elle découvre avec son public des jeux pour la première fois, et en même temps, elle doit gérer ce qui se passe dans le chat éventuellement, et puis parfois, certains jeux permettent d'interagir, permettent au public d'interagir directement dans le jeu, donc notamment l'exemple de Choice Chamber que je vous montre ici, le public peut voter pour certaines choses dans le jeu, et elle doit s'y plier. Donc, maintenant que je vous ai montré ça, je vais m'intéresser à 2 choses sur Twitch ou dans ces vidéos de gaming. Je vais m'intéresser à son attitude. Il y a cette injonction qu'on a déjà vue aujourd'hui sur l'idée que l'attitude doit être absolument particulière, elle doit avoir une attitude originale, elle doit être unique, etc. Eh bien, je vais vous montrer son attitude avec un exemple. Je vais d'abord dire qu'en fait, les 30 et quelques vidéos de gaming qu'elle a mis sur YouTube et qu'on retrouve aussi sur Twitch, de manière générale, Pixel a cette attitude mi-sérieuse, mi-ironique, donc autant dans le jeu qu'avec ses interactions avec le public. Et ça, c'est très important, il me semble qu'il y a une grande prise de distance, mais tout en étant sérieux, donc on va plaisanter et en même temps faire des choses sérieusement. Je vous montre un exemple très précis avec l'exemple donc, de Fallout 4, excusez-moi, donc un jeu, et là je vais prendre mes notes, mais elle découvre ce jeu pour la première fois avec son public. Auparavant, on verra, elle fait du unboxing du jeu. Donc elle reçoit une édition collector qu'elle déballe devant ses fans YouTube. Ensuite, elle se met sur Twitch pour jouer au jeu donc, de Fallout 4. Première remarque, l'exemple vidéo que je vais vous montrer, c'est un let's play, c'est-à-dire qu'en fait, comme on l'a vu avant avec Esteban, c'est un format vidéographique assez particulier, c'est-à-dire c'est un format qui documente une découverte subjective d'un jeu vidéo par un joueur, et ça va inclure ses commentaires sur ce qu'il expérimente. Donc là, ce qu'on va voir, c'est une séquence de la narration de Fallout 4. Auparavant, dans cette vidéo, il y a eu donc les premières minutes du jeu, il y a eu une attaque nucléaire, et le personnage joueur contrôlé par Pixel, Kim, est avec son mari Nate et leur nouveau-né Sean. Et ils vont être placés dans des cellules de cryogénisation, dans un bunker mystérieux, bon, soit. Mais je crois que rien de tel que de voir une vidéo YouTube pour voir concrètement à quoi. Excusez-moi, je me suis éloigné du micro. Voilà, je vous montre donc la séquence où le personnage joueur est mis dans une cellule de cryogénisation. Le son, c'est bon? Aux yeux bleus. Celui-là, il faut le mettre à la poubelle. Là-dedans, c'est serré là-dedans. Ah, on va se faire cryogéniser. Monsieur, mon bébé va pas tenir le coup. Ça va faire un petit glaçon. Sérieux, vous pouvez pas faire ça. Excusez-moi. C'est une bombe atomique. D'accord, on va tout nous nettoyer. Une nouvelle vie qui commence. Regarde bien la machine. Ok. Oh non, mais le bébé. Il va pas kiffer, le bébé. C'est fini? Déjà? Ah! Tu parles! J'étais sûre que c'était pour faire des glaçons. Mon bébé, il va pas survivre à ça, ça va bien. Ouais, non. Le ou bien très suisse. Il est encore vivant? Ah ouais, c'est bon.
Même pas besoin de lui faire une petite claque sur les fesses, il respire, c'est bon. Puis moi alors. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Chez le bébé. Non, mon bébé. It's my baby. Laissez mon... Bon, bah maintenant, je peux plus qu'à en trouver un aux yeux bleus. C'est horrible, j'ai quand même un cœur. C'est horrible. Ah, les fils. Ah. Puis ça y est, genre, ils m'ont réveillé juste pour que je voie ça, quoi. Super. Panne critique, la station Grenade, tous les ans d'abri. Mais mon bébé, il est où, quoi? Wesh. Je sais pas depuis combien de temps je suis glacée, je sais pas du tout. Il est franchement... Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'action dans ses débuts. Hors du temps. Quitter l'abri. Ah, voilà. Ça commence à être intéressant. Voilà. Donc, que se passe-t-il? Donc, je vous ai parlé de cette cryogénisation, vous avez pu la voir. Il y a eu le meurtre du mari et le rapt du bébé sous les yeux donc, du personnage joueur, mais également donc, de Pixel qui observe cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux positions adoptées par Pixel, c'est-à-dire qu'elle va jouer le jeu de rôle, laissez-moi sortir, etc., à la fois avec sérieux et ironie, et produire des commentaires donc, pour son public. Vous voyez qu'elle est relativement choquée par ce qui est produit, l'espace de quelques secondes, et puis elle reprend un ton plus ironique, tout en étant un petit peu outrée. Donc qu'est-ce qui se passe? La réaction de Pixel, c'est une instruction de lecture morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'indigner, mais en même temps, dans ce cadre bien particulier du jeu, il faut garder son humour et sa distance. Bien évidemment, ça aurait été pénible pour tout le monde si elle avait... Enfin, j'en sais rien. Mais elle ne s'indigne pas plus que ça, on passe à autre chose. Et vous remarquez, peut-être on a vu les dernières secondes, elle fait juste des coupages assez grossiers de ses vidéos pour passer à une séquence suivante. Donc elle résume dans une vidéo YouTube 4 heures de stream sur twitch.tv. Voilà donc pour cette attitude. Maintenant, il y a aussi le fait qu'elle va gérer les interactions avec le public. Sur Twitch, donc, vous avez les commentaires et elle doit gérer cet apprentissage. Il y a quelque chose de très expérimental dans cette gestion des interactions. Au tout départ, les premières vidéos, vous la voyez qui souvent ne remarque pas que les gens lui écrivent, lui posent des questions, etc. Elle s'excuse souvent, etc. Deuxième élément, vous avez les abonnés qui apparaissent et elle doit remercier les nouveaux abonnés à sa chaîne Twitch, signifié par cette espèce de poulpe. Et puis, troisième élément, on peut mettre en place sur Twitch, comme on l'a vu ce matin pour YouTube, des systèmes de monétarisation où les gens s'abonnent et font aussi du coup des dons. Et les dons apparaissent. Donc là, vous avez 20 francs, qui est l'équivalent de 18 €. Et vous voyez la réaction de Pixel, elle reçoit 20 francs, elle est très heureuse. Elle remercie sa communauté. Donc, ce qui se passe là, c'est que progressivement, donc, elle va maîtriser de plus en plus ces aspects. Plus les vidéos avancent, plus elle est fluide dans sa gestion avec les autres. Je vais juste vous montrer un autre exemple où elle assiste en fait dans une des vidéos. On est loin du jeu, mais plutôt du méta-jeu pour reprendre les termes de Vincent Berry ou bien du hors-jeu de Vincent Zaban. Elle assiste à la remise d'un cadeau d'anniversaire sur Minecraft. Ne me demandez pas comment ils ont fait ça, mais ça a l'air assez impressionnant. Donc, des joueurs l'invitent à la suivre dans une partie de Minecraft, lui montrent ceci, elle est bouche bée, et puis au fur et à mesure, l'image se dévoile, et on découvre Pixel en petite tenue, pixelisée du coup, et elle remercie ses fans qui l'ont emmené. Donc, on a cette gestion qui est au cœur de son expérience de jeu, et du coup aussi du live stream. Je viens maintenant à vous parler d'un problème qui est récurrent entre guillemets, dans ces vidéos, c'est la gestion des demandes sexuées. À savoir que Pixel réagit au moins 2 fois dans ses vidéos à des demandes. Je vais vous montrer une séquence... Voilà. Elle a un nouvel abonné lors d'un de ses streams où elle est en train de faire un braquage pour la première fois. Bon, bref, on pourrait parler du cadre moral des choix des jeux, mais soit. Donc elle remercie cet usager, merci Bodyslam. Premier braquage, les gens en direct, restez avec nous. Donc on est plutôt là dans un format télévisuel, une énonciation télévisuelle. Et là, elle réagit à un commentaire qui est mis sur Twitch de quelqu'un d'autre. Ah non, je suis pas un gros bébé. Elle mime la box. Puis,
Elle répond à Bodyslam, qui visiblement lui laisse un commentaire. Je pense pas que je vais twerker, non. Il y a mon copain qui est juste à côté. Je pense pas qu'il souhaite me voir twerker devant 200 personnes. Donc vous allez arrêter tout de suite avec le twerk. Si vous voulez, je vous fais autre chose. Je vous fais une grimace. Je vous fais un gros bisou, mais pas de twerk. Je suis quelqu'un, je suis une fille qui stream, non pas pour mettre mes atouts féminins en avant. Et là, on a quelque chose d'important, c'est que dans cette séquence, il y a la prise en compte d'un nouvel abonné, certes. Il y a la demande sexuée qui, en fait, apparaît assez souvent avec des streameuses de jeux vidéo. Hein. On a parlé souvent d'harcèlement en filigrane cet après-midi. C'est quelque chose auquel sont confrontées de nombreuses streameuses, youtubeuses et autres. Elle va donc émettre un refus. Et vous voyez cette chose assez subtile où elle va essayer de rétablir le lien. C'est-à-dire, non, le twerk... Tu arrêtes avec ça, mais je ne vais pas essayer de te froisser plus que tant. Et elle va proposer autre chose. Et dans un cadre de jeu, faut-il le comprendre comme ça, mais est-ce que c'est malvenu de s'indigner complètement? Vous voyez l'espèce de piège qui se referme sur elle. Elle est obligée d'être fun et joviale, donc elle va essayer de botter en touche rapidement. Ces demandes qui reviennent bien évidemment à plusieurs reprises. Maintenant que je vous ai parlé de ces éléments-là, je vais vous montrer donc ce qu'elle fait de manière transmédiatique sur les différents médias sociaux. Donc elle est présente sur nombre de médias sociaux, Twitch étant le plus important. Donc c'est l'occasion pour elle de dire qui elle est, et pour tous ces médias sociaux-là, rappeler qu'elle a un compte Twitch. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple où elle va essayer de faire du recrutement cross-channel, c'est-à-dire sur Twitter, elle va annoncer ses lives sur Twitch. Elle le fait parfois en republiant sur Twitter, attention, des posts Facebook qui annoncent des lives sur Twitch. Et donc tout ça amène bien évidemment les fans à revenir sur cette chose. Je fais un lien avec la topocratie dont Laurence parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de gestion de tous ces comptes pour ramener finalement vers un seul, sachant qu'elle est un hub, mais surtout sur Twitch, si je galvaude pas trop ce concept-là. Et l'idée aussi, c'est de faire des choses particulières. Je vais prendre l'exemple donc de YouTube. L'idée de YouTube, pour elle, c'est d'utiliser YouTube comme un réservoir de contenu principalement twitché. Donc si je grise, ce qui n'est pas spécifique à YouTube, vous avez quelque chose comme 80% des vidéos qui sont en fait des rediffusions. Et au départ, on a des petits montages, des petites séquences, et plus on va vers l'avant, donc les vidéos qui sont tout en haut de l'écran, plus le temps est long, donc il y a moins de montage. Les dernières vidéos font 4 heures de temps. Voilà. Donc, qui regarde, c'est une question que je me pose, mais je sais que de nombreuses personnes regardent donc l'entier de ces vidéos aussi YouTube, même s'ils n'ont pas assisté au stream. Pourquoi ça? Les commentaires sont là pour attester de l'aspect nostalgique des vidéos sur YouTube. Les gens regrettent d'avoir raté le live généralement, ou merci de nous faire partager ça a posteriori, si on veut bien. Et elle-même le dit, la vidéo de présentation de sa chaîne Pixel, c'est de sa chaîne YouTube, pardon, elle dit, voilà, je vous ai fait un montage. La dernière vidéo qu'elle met en ligne, c'est un montage. Elle dit, vous ne louperez rien. Donc, si vous venez éventuellement sur YouTube, bon, bah, c'est dommage, vous avez raté le fun ultime, mais je vous mets quand même ça, des bribes, le best-of de ce qui s'est passé en 4 heures, en 15 minutes. Et maintenant, le contenu spécifique, voilà, c'est donc des unboxings. Et puis, vous avez par exemple aussi la décoration d'un sapin de Noël en live, oui, et également son voyage au Portugal. Donc, c'est la vidéo la plus vue, avec des commentaires qui sont plein de gens enchantés qu'elle soit allée au Portugal. Ah, tu connais mieux mon pays maintenant, etc. Donc, les fans sont vraiment enchantés d'avoir ce genre de vidéo également. Je vais venir maintenant à une conclusion après vous avoir montré ces différentes choses. Première chose, donc, j'ai lourdement insisté là-dessus, c'est le fait que le live streaming donc, sur Twitch est l'expérience ludique ultime pour elle, et donc elle va gérer sa configuration transmédiatique de telle façon à faire venir tous ses abonnés sur sa chaîne Twitch. C'est aussi parce qu'on peut faire des dons sur la chaîne Twitch que ça a un intérêt. Aussi, sa relation me semblait notable, cette relation mystérieuse, ironique avec le jeu, mais également avec les membres du public, c'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher à les froisser quand ils dérapent. Et puis,
On l'a vu, le live streaming donc, est une multi-activité complexe qui demande justement de jouer beaucoup avec les gens en espérant pouvoir les fidéliser. Je vous remercie de votre attention. Les questions de la salle? Rebonjour, donc toujours Louis Caillou, étudiant en études cinématographiques à Lille 3. J'avais une question pour vous, Michael Perret, sur Pixel. Est-ce qu'elle en vivait du coup de son activité de jeu sur Twitch et sur YouTube? Est-ce que ça lui rapportait de l'argent ou... Non. Elle était vraiment dans une pratique désintéressée, du coup? Non plus. Elle était plutôt à des phases, une des premières phases, comme l'a montré Christian Pradier tout à l'heure, c'est-à-dire elle arrive à s'acheter du matériel informatique, un ordi plus puissant, etc. Mais elle est loin de générer du revenu, comme j'imagine 80% des youtubeurs. Je n'ai pas de statistiques officielles. Si, c'est bon, il fonctionne. Pour rebondir sur ce que tu dis, alors sur ma population, c'est vrai que je n'ai pas abordé la question. La très très grande majorité ne vit pas de son activité de médiation culturelle sur le jeu vidéo. Et il y en a quelques-uns qui sont sur Twitch, sur Tipeee. Donc ils font financer leur création par leur communauté. Et aussi, cette rémunération, elle est, je ne l'ai pas abordée dans ma présentation, mais elle est aussi liée elle est liée à la conception qu'on se fait de YouTube en tant que système plus ou moins critiquable. Et donc, par exemple, vous avez des vidéastes qui n'ont aucun souci pour utiliser YouTube via la publicité ou utiliser d'autres plateformes pour faire appel aux dons. Et vous avez encore à côté des vidéastes qui sont dans un rejet total de l'appel aux dons parce qu'ils sont dans une création culturelle. Et est-ce que la création culturelle doit être intéressée financièrement? Moi, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut faire débat. Est-ce que la création culturelle sur YouTube doit être rémunérée? C'est très discutable finalement comme position, comme opinion en tout cas. Bonjour, Xavier Eutrop, inaglobal.fr. J'ai deux questions qui se rejoignent l'une et l'autre. Elles sont pour Esteban, principalement. Est-ce que sur le YouTube qui vise à analyser les jeux vidéo, il y a des titres ou des genres de jeux qui sont plus analysés que d'autres, le RPG, par exemple, le JRPG, enfin, toutes ces nuances-là. Et aussi, est-ce qu'il y a une transversalité entre les commentaires de jeux vidéo et d'autres domaines? J'ai un exemple. Il y a un an est sorti le jeu Battlefield 1, qui est un jeu qui se situe pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, ce jeu vidéo a stimulé tous les youtubeurs armes à feu, qui est une niche assez importante aux États-Unis, dans les pays nordiques, à parler des armes de la Première Guerre mondiale, dans le cadre de ce jeu, pour expliquer est-ce que ce qu'on voit dans le jeu avec cet ancêtre de la mitraillette automatique est réel, et donc ils font des tests sur des rondins de bois ou des canettes de bière. Est-ce que voilà, il y a des transversalités comme ça qui s'observent entre le jeu vidéo et d'autres domaines? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre seconde question. Donc, la transversalité au niveau... est-ce que déjà, s'il y a un consensus, s'il y a plein de vidéastes qui vont parler du même jeu au niveau de la plateforme YouTube, et aussi s'ils vont faire plein de liens avec le reste
avec d'autres disciplines, etc. Ok. Alors pour répondre à votre première question sur les genres de jeux, en fait, ça dépend énormément des objectifs dont les vidéastes sont plus ou moins capables de formuler. Par exemple, vous avez, j'ai cité Monsieur Plouf, qui est donc le vidéaste qui a participé à mon enquête et qui a aujourd'hui le plus grand nombre d'abonnés. Lui, il a un compte Tipeee et il a une stratégie éditoriale, c'est-à-dire que, en gros, il se considère aussi légitime parce que c'est un ancien journaliste, donc il fait preuve de compétences techniques vis-à-vis de l'objet et en termes de littératie. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a un processus de création extrêmement précis. En gros, il y a une nouvelle vidéo toutes les 2 semaines, et la première semaine, il joue au jeu, la deuxième semaine, il réalise. Et en fait, donc, il y a ce que j'évoquais, une stratégie éditoriale. Donc, s'il y a des vidéastes qui sont intéressés par exemple, par les questions numéraires, style gagner un certain nombre d'abonnés, ou alors faire une certaine quantité de vues, eh bien, oui, on peut observer qu'il y a une certaine cohérence dans le choix des jeux. Par exemple, on va choisir les gros jeux du moment. En ce moment, vous avez Mario Odyssey qui est sorti la semaine dernière ou il y a 2 semaines, donc vous pouvez vous attendre à 3-4 vidéos qui vont sortir sur Mario Odyssey. Et voilà. Après, concernant le genre vidéoludique, il y a des spécificités en fonction des vidéastes qui ont répondu à mon enquête. Alors après, vous pouvez aussi graduer le degré de la volonté de faire de la médiation sur le jeu vidéo. Et par exemple, les personnes qui veulent s'adresser au plus grand nombre, c'est le cas de Doc Gero, qui est quelqu'un de très sympathique. Lui, il a cette stratégie éditoriale, et en même temps, il a stratégie éditoriale. Là, j'ai l'impression comme s'il avait un business plan, mais c'est pas le cas. Hein. Mais lui, son objectif, c'est de s'adresser aussi aux non-joueurs. Donc, il faut choisir des jeux qui s'intègrent dans un imaginaire collectif. Vous avez à l'opposé un vidéaste Pierre, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Plein les Pixels, qui alors lui, et quand on regarde ses vidéos, quasiment l'intégralité de son corpus s'inscrit dans les jeux vidéo qui sont sortis sur Saturn, sur Sega Saturn, donc entre 96 et 2000. Et alors lui, il est particulièrement fan des JRPG, et quand on regarde ses vidéos, on a des vidéos qui parlent de JRPG qui sont sortis entre 96 et 2000. Et donc voilà un petit peu au niveau des genres, on peut observer ce genre de particularité. Vous avez un dernier vidéaste, et puis après je vais arrêter sur cette question, qui s'appelle donc Akash, un bot pourrait faire ça, qui malheureusement n'a pas répondu à mon enquête, mais que je prends le temps de citer ici. Et lui, il s'intéresse beaucoup au jeu vidéo comme objet muséal. Et donc les jeux qu'il présente, le corpus qu'il choisit, ce sont souvent des jeux indépendants, des queer games aussi, qui s'intègrent, qui peuvent être des jeux qui sont développés dans le cadre d'une exposition, ou alors des jeux qui vont chercher à développer ou faire rentrer le joueur en empathie avec le ou la développeuse. Et donc il peut y avoir une variété, mais le problème c'est qu'après c'est hyper spécifique, et donc YouTube, c'est un peu ce que je suppose, là j'en fais l'hypothèse, c'est quand même une situation de monopole. Il faut clairement écrémer les premières pages pour ensuite arriver à des vidéastes hyper spécifiques. Concernant la transversalité, il n'y a aucun de mes enquêtés qui répondent qui prétendent avoir une compétence extraordinaire dans tous les domaines. Donc c'est là où ils font pas tous des liens avec. Vous avez par exemple le prof Okita qui lui, et donc il me semble qu'il est enseignant au lycée en chimie physique. Et donc lui, son truc, c'est d'utiliser les jeux vidéo pour faire de la médiation de savoir sur les sciences dures, enfin les sciences style physique, chimie. Donc là, il y a des passerelles. Mais il n'y a aucun des vidéastes qui, lorsqu'il n'affirme pas une compétence certifiée, se prétend capable de parler de tout, absolument tout, et dans tous les domaines de compétences, et dans toutes les disciplines, etc. Oui, je voulais te poser une question sur Twitch.
Est-ce que tu as étudié justement tout l'aspect don et liste de souhaits de Pixel, ou est-ce que tu t'intéresses à cette dimension et le dispositif, puisque Twitch est racheté par Amazon en fait, donc tu as une sorte aussi un peu comme sur YouTube, tu as toute cette dimension justement de monétisation qui est intégrée. Donc, est-ce que tu t'es intéressé à cette dimension et plus généralement à l'issue de... C'est la dernière session de l'après-midi, là. Oui. Il me semble quand même que là, le débat qui était en train de s'amorcer en termes de la création culturelle, est-ce qu'ils sont désintéressés quand ils réalisent ces vidéos, et puis même toute la saisie du débat sur les pratiques en termes professionnels amateurs, à mon avis, passe un peu à côté de ce que fait justement YouTube au travail, au rapport au travail justement chez ces YouTubeurs. Donc on est sur des façons de penser assez anciennes qui ne rendent pas vraiment compte justement de cette possibilité de vivre en jouant finalement, et de ce possible qui est de vivre de ce centre d'intérêt, de sa connaissance d'un domaine. Et ce n'est pas en saisissant en termes d'amateur ou de professionnel qu'on va vraiment rendre compte de cette ouverture sur finalement le fait de pouvoir vivre de façon quasi autonome par le financement entre pairs de son propre travail, de ses propres passions, de ce propre centre d'intérêt. Ça me semble vraiment un problème récurrent dans la façon dont on saisit ces questions. Donc, mais sur Twitch, voilà, je me demandais, est-ce que tu avais travaillé sur toutes ces dimensions, comment elle recevait ses liens, est-ce qu'elle avait une liste de souhaits, comment elle gérait cette dimension-là? J'ai pas cherché à regarder ça en particulier, mais de manière générale, en fait, ce que je constate, c'est que dans le cas de Pixel, il y a quelque chose vraiment d'expérimental. Il me semble qu'elle teste, ça commence à prendre, et du coup, progressivement, elle met en place certaines choses, notamment les dons. Mais les premières vidéos, elle dit « Ah, c'est incroyable, vous êtes 20 à me regarder, etc. » Et certaines vidéos par la suite, donc en fait, si on veut bien, c'est des choses qui émergent, ou en tout cas pour moi, n'ayant pas cherché spécialement à regarder ça. Par la suite, elle va jouer avec ce système de dons pour s'acheter du matériel en particulier. Mais donc, la vidéo d'avant, elle émet le souhait de telle et telle chose. Avec les 200 et quelques trucs, elle a un nouveau casque. Mais il me semble que c'est plus brouillon que ça. C'est au fur et à mesure qu'elle parvient à faire. Elle remercie sa communauté d'être allée au Portugal. Une partie des dons qu'elle a reçus, c'est de l'argent des fans. Et donc là, c'est de l'argent qu'elle reçoit via Twitch. Si je ne me trompe pas, au moment où elle fait ses vidéos, Twitch n'est pas encore acheté par Amazon. C'est quand, alors elle fait ça en 2014-2015 principalement. Et je crois que c'est 2016 Amazon. Ouais. Et de ce point de vue-là, elle a une approche un petit peu justement vraiment... je teste et je regarde ce qui se passe. Donc, est-ce qu'elle est désintéressée? Pas totalement, mais en fait, c'est vraiment, voilà, au jour le jour, elle va voir combien. Si on regarde sur Twitch le montant total, je crois qu'il s'élève à 500 francs, donc quelque chose comme 450 €. Ouais. Donc, c'est pas énorme, mais il participe à quelques petits sucres. Donc, c'est une demi-réponse, quoi. Enfin, en gros, j'ai pas regardé ça en particulier, mais ça ressort fréquemment. D'autres questions? Alors je m'en permets une qui sera peut-être la dernière. De la même manière que YouTube a permis de réactiver dans le champ de la musique ou de certaines fictions et séries des choses anciennes, y compris des années 70, Monty Python en a fait partie, y compris avec une considération sur la non-rémunération, et ensuite sur ce que sont les distributions de DVD, réactivation par les médias traditionnels, chaînes télé, etc., de leur production ancienne. Est-ce que sur les jeux vidéo, à la fois sur Twitch ou sur des acteurs qui sont essentiellement sur YouTube, est-ce qu'il y a un intérêt de certains des distributeurs à aller réactiver des jeux anciens? On sait que c'est la partie créatrice parfois qui est la plus chronophage et qui fait le plus de dépenses pour le secteur de la production. Est-ce qu'on utilise ces influenceurs? Vous avez utilisé le terme, donc je le reprends. Et on sait évidemment qu'ils posent pas de problème, mais est-ce qu'ils sont approchés pour cette dimension-là, ou est-ce que ça se fait de façon authentique?
Dans le cas des enquêtés qui ont répondu à mon enquête et qui ne constituent pas l'ensemble des vidéastes, bien sûr, qui se consacrent à l'objet jeux vidéo, parce que notamment, j'ai pas abordé la question des vidéastes gaming. Donc ça, c'est une question qu'il faudrait leur adresser, et comment eux, ça se passe. Il n'y a pas de distinction aujourd'hui, gaming, autre. C'est beaucoup plus flou que ce que je laisse paraître ici. Mais dans le cadre de mes enquêtés, il y a un point d'honneur à être transparent. Et en fait, on s'aperçoit que ceux qui ont répondu, notamment, ont été pas mal influencés par certains mouvements antérieurs. Donc, j'ai parlé du joueur du grenier qui a posé une pierre dans la vulgarisation, ou en tout cas de la popularisation du jeu vidéo. Mais on peut aussi penser au Nesblog plus généralement, donc, qui était constitué en partie à l'époque, quand ça s'est lancé, donc vraiment de 2 émissions phares qui étaient celles du 3615 Usul. Bon, Usul qui, là, il a sorti une vidéo la semaine dernière, il se revendique communiste, etc. Donc ça donne une tonalité et une certaine aux inspirations qui ont ensuite incité les vidéastes actuels à produire des contenus sur le jeu vidéo. Donc il y a cette volonté de transparence et aussi de rejet de tout lien avec certains éditeurs, certains distributeurs. C'est par exemple, c'était ce que l'un de mes enquêtés mentionnait, justement ce besoin de transparence aussi par dégoût, parce qu'il en provenait de ce milieu. Et donc, par dégoût, il rejette en bloc, et celui-là, en tout cas, met un point d'honneur à aller acheter lui-même ses jeux, et il le dit régulièrement dans ses vidéos. Il y a une autre enquêtée, une qui a répondu, donc avec qui j'ai eu un entretien, qui provient aussi, elle, du milieu, et qui a dû, pour maintenir des relations avec les distributeurs, avec les éditeurs et les développeurs, je parle au masculin à ce moment-là, c'est intéressant de le noter, elle a dû freiner un certain discours dans ses vidéos. Donc d'un côté, il y a un rejet total des distributeurs, et de l'autre, il y a quand même, on s'en méfie un peu, on essaie d'avoir des relations calmes. Après, de là à dire que mes enquêtés ont le pouvoir de relancer une machine économique sur certains jeux qui sont sortis et qui pourraient être réédités aujourd'hui, honnêtement, je pense pas spécialement, parce que aujourd'hui les jeux, quand même, au niveau les questions d'archivage des jeux, ce sont des questions qui se sont très vite emparées par les hackers pour tout ce qui est création de ROM et d'émulation. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un jeu ancien, on va le chercher là où il est. Il y a pas mal de jeux aussi dont les droits se perdent un petit peu au hasard des dossiers cachés chez les distributeurs. Donc ça aussi, c'est une vraie question. Donc je ne pense pas aujourd'hui qu'aucun de mes enquêtés pourrait relancer un vieux jeu qui n'est plus édité aujourd'hui, quoi. Pour Michael, il ne serait évidemment pas sur Twitch, mais il pourrait le mentionner dans leurs commentaires ou leur pratique des vieux jeux. Ma méconnaissance est totale. Ma méconnaissance dans le sujet est totale. Voilà. Je préfère être honnête. Alors, une dernière question. Donc, je voudrais vous remercier particulièrement sur les 2 présentations que vous venez de faire. Hein. Voilà, je comprends assez beaucoup de choses. Hein. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais à partir de ces présentations, j'ai une petite idée de ce que peuvent représenter, en tout cas, toutes les problématiques liées à la question des youtubeurs et puis des jeux vidéo. Alors donc, un grand applaudissement encore une fois de plus pour ces 2.